Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, bienvenue. On est là pour parler d'actu comme d'habitude et on a pas mal sur la planche aujourd'hui. Un nouvel accord d'été, l'accord d'été du gouvernement Arizona qui reprend donc les pensions, il y a une réforme fiscale, il y a le marché du travail et il y a aussi surtout l'asile et l'immigration qui est très sévère. On avait déjà parlé du regroupement familial la semaine passée. On va peut-être en reparler, mais vite fait, parce on l'a détaillé déjà plusieurs fois. Mais donc, le regroupement familial qui est complexifié à mort. Mais donc, on va surtout parler d'abord des pensions et du travail de nuit, pour après parler du volet asile-immigration, parce que là, il y a quand même pas mal de changements qui sont assez trash. Le gouvernement confirme l'introduction du bonus-malus pension. Le Conseil des ministres restreint a validé lundi en première lecture la réforme des pensions portée par le ministre Jan Jambon. Le système du bonus-malus pension est confirmé. Concrètement, toute personne qui partira après l'âge légal de la pension bénéficiera d'un bonus pension. Celui-ci s'élèvera d'abord à 2% par année supplémentaire travaillée, puis à 4% à partir de 2030 et à 5% à partir de 2035. C'est vraiment travailler le plus longtemps possible et de plus en plus, quoi. A l'inverse, le travailleur qui partira avant l'âge légal de la retraite se verra imposer un malus pension au pourcentage similaire, donc 2% maintenant, puis 4% en 2030 et 5% en 2035. Pour pouvoir prendre une retraite anticipée aujourd'hui, il faut déjà prouver 42 années de carrière. Pour éviter le malus, il faudra veiller à ce que dans ces 42 années, au moins 35 aient été travaillées à mi-temps minimum. Les périodes de maladie et d'incapacité de travail seront toujours comptabilisées comme des périodes assimilées pour le calcul de la pension. Et donc aussi pour les parents en congé de parentalité, ça c'est maintenu aussi, ça c'était un truc qui n'était pas sûr. Le MR et la NVA voulaient couper là-dedans aussi, mais ça le VORAT a fièrement su retenir. Mais le malus pension, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment insidieux, hein. Il faut vraiment se rendre compte de la dégueulasserie de cette loi, parce que le malus, bonus de la pension, c'est vraiment un truc dégueulasse. Ça veut dire qu'on va inciter les gens à travailler le plus longtemps possible, parce qu'en plus, les pourcentages vont augmenter au fil des années. Mais ça veut dire aussi qu'on va vraiment punir tous les gens qui veulent partir en retraite anticipée. Et il y a plein de gens qui veulent faire ça parce que juste leur métier est trop dur à faire quand ils sont âgés. Quand je pense par exemple aux personnes dans la construction qui ne peuvent plus travailler à partir d'un certain âge. Et oui, il y a la retraite anticipée qui existe, mais parfois, il y a des gens qui ont déjà le dos cassé à partir de 40 ans et des choses comme ça, hein. Il y a des travaux qui sont très manuels, très compliqués. Et aussi, on parle ici d'un malus. Donc, il y a déjà un malus, parce que si tu pars en retraite avant l'heure, tu ne cotises pas toute ta vie pour la pension. Donc, par exemple, si je pars à la retraite 5 ans plus tôt, pendant 5 ans, je ne travaille pas pour cotiser à ma retraite. Donc, ma retraite sera déjà moindre. Donc, introduire un malus, c'est vraiment punir les gens et précariser tous les gens qui oseraient ne pas travailler, quoi. C'est vraiment ça l'idéologie du gouvernement. Tout le monde au travail. Les pensionnés qui continuent à travailler ne payeront plus que 33% d'impôts maximum au lieu des taux progressifs pouvant atteindre 50%. Donc là encore, en plus du bonus-malus, on va encore inciter les pensionnés à vraiment travailler plus, quoi. Donc si ta pension ne suffit pas, c'est pas parce que le gouvernement ne te donne pas assez d'argent, non, c'est parce que tu ne travailles pas assez après ta pension, quoi. Donc c'est vraiment ça le mindset, que les pensionnés doivent travailler, quoi, et qui seront exonérés d'impôts. Donc ça sonne comme des petits cadeaux, hein. Ça sonne positif tout ça. Mais concrètement, ça veut dire que c'est des gens qui travailleront après leur pension. Ou concrètement, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas assez d'argent avec leur pension et donc vont se casser à la tâche encore plus. Donc ils ont des dos pétés, des familles, tout ça. Et venir diminuer l'impôt, c'est pas anodin non plus, parce que c'est des travaux du coup qui amènent à la sécurité sociale, qui viennent aussi remplir les caisses de l'État. Donc encore là, on va détruire la sécurité sociale avec des petits détails comme ça, par-ci, par-là. Bref, voilà, donc ça c'est le premier volet, c'est la pension, ça sera déjà bien violent. Il y a donc le deuxième volet qui est la réforme de chômage enfin, c'est pas du tout un truc que j'espérais, la réforme de chômage qui est officiellement passée, donc 180 000 personnes à partir de l'année prochaine, graduellement, qui seront mis à la porte du chômage. D'abord les gens plus de 20 ans au chômage, puis plus de 10 ans, puis 5 ans, puis 2 ans au final. Et donc au total, en l'année 2026, ça seront 180 000 exclus, mais ça on en a déjà longuement parlé, donc je ne vais pas
le détailler. Mais donc, il y a aussi la réforme fiscale. Donc, le Conseil des ministres restreint a aussi confirmé la réforme fiscale qu'opérera le gouvernement fédéral durant la législature. L'ensemble des mesures représente un paquet de 4,4 milliards d'euros en plein régime d'ici 2029. Donc, c'est d'ici 2029. Tandis qu'en un an, on a mis tranquille 4,4 milliards d'euros dans l'armée. Mais pour la réforme fiscale, c'est d'ici 2029. Bref. Bonjour Champi, salut, bienvenue à tous. L'ensemble des mesures représente donc un paquet de 4,4 milliards d'euros d'ici 2029, a annoncé le ministre des Finances Jan Jambon. La quotité exemptée d'impôts, soit le montant sur lequel aucun impôt sur les personnes physiques n'est dû, passera de 10 900 euros à 15 300 euros en 2029. Donc là, on parle direct d'exonérer d'impôts les personnes physiques. Donc les personnes physiques, c'est des gens qui ont des entreprises ou qui ont des parts dans une entreprise, donc, mais ce n'est pas des gens qui sont salariés. Donc c'est les indépendants, en gros. Et donc là, on passe de 11 000 euros à 15 000 euros que tu peux gagner sans taxe. La cotisation spéciale de sécurité sociale, donc CSSS, sera réduite en faveur des personnes isolées. Un isolé bénéficiera jusqu'à 365 euros net supplémentaires par an via cette mesure, selon le ministre. Donc ça, c'est bien, mais à voir concrètement ce que ça donne. Le bonus à l'emploi sera considérablement augmenté pour les revenus les plus faibles. En 2029, le brut équivaudra au net pour le salaire minimum. Mais il ne parle pas de hausser le salaire minimum. C'est le brut équivaudra au net, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas où la sécurité sociale sera pas taxée, où il n'y aura pas de prélèvement de sécurité sociale sur ces revenus-là. Donc c'est un peu flou ce point-là, et vu que le texte c'est un texte de pré-accord, donc ce n'est pas encore un accord détaillé, donc je ne peux pas encore vous dire ça sera exactement comme ça. Mais ce truc-là, ça sonne positif, parce que oui, ça voudrait dire que concrètement, si on prend le brut et ça devient leur salaire net, concrètement, oui, les gens ont plus de revenus. Mais si le brut devient le net et que le net devient le brut, du coup, c'est l'inverse, et du coup, ils n'auront pas plus, quoi. Mais donc, c'est à voir comment cette réforme se poursuit. Les indépendants sans société bénéficieront d'un soutien supplémentaire avec une déduction d'entrepreneurs portée à 900 euros en 2029 au lieu de 650 euros. Donc vraiment aider les petits indépendants, les entrepreneurs. Donc vraiment, c'est la Startup Nation à la française, quoi. La majoration d'impôts en cas de paiement anticipé insuffisant sera supprimée. Le système des droits d'auteur sera élargi au secteur informatique. Okay. Enfin, une exonération Vinted sera introduite pour les ventes occasionnelles en ligne. Okay, comme la revente de vêtements d'enfants. Cela ira jusqu'à 2 000 euros par an et il n'y aura pas de risque d'imposition à 33%. Okay. Pour freiner la constitution en société, la rémunération minimale des dirigeants passera de 45 000 euros à 50 000 euros. Voilà, là on y est. Donc on parle de aider les petits indépendants et tout ça, ce qui en soi... Pourquoi pas aider les petits gens qui veulent démarrer une entreprise, hein. Bon, ça reste le système indépendant, donc tu n'es pas en société ou tu n'as pas de collègues, tu n'as pas de syndicat et tout ça, donc j'ai énormément de choses à critiquer. Mais disons, voilà, c'est la volonté de gens de créer de petites entreprises, d'être indépendants, on ne va pas critiquer. Et là, c'est très clair qu'il faut peut-être les aider. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour lancer une boîte, hein. Il n'y a pas tout le monde qui a 1 million de chez papa. Mais du coup, en plus de petits cadeaux comme ça qui disent « Ah oui, on aide les petits indépendants », on va aussi aider les gros riches. Hein. Bien sûr, pourquoi pas. Donc ici, pour freiner la constitution en société, donc genre ils ont besoin de plus d'argent pour créer des sociétés, la rémunération minimale des dirigeants d'entreprise passera de 45 000 euros, ce qui est déjà énorme, à 50 000 euros. En outre, si plus de 20% de la rémunération consiste en avantage de toute nature forfaitaire, le gouvernement appliquera à partir de 2026 une taxation distincte de 10% sur l'excédent, c'est-à-dire à partir de tout ce qui dépasse 20% de plus de cette rémunération minimale. Mais donc on parle déjà d'une rémunération minimale à 50 000 euros par an, j'imagine, c'est pas précisé, je ne sais pas, peut-être c'est par mois, non, je pense que ça doit être par an. Mais bref, c'est énorme déjà. Donc là, on va encore donner plus d'aide aux gens qui ont plein de thunes, mais bref. Et puis aussi, enfin, le quotient conjugal sera progressivement supprimé. Enfin, la réduction d'impôt sur les allocations de chômage sera supprimée à terme. En plus du revenu d'intégration, deviendra imposable, afin de tenir compte de l'ensemble des revenus perçus par les contribuables. Ça aussi, c'est pas anodin. Je ne l'avais pas lu la première fois que j'avais lu l'article, mais du coup, ici... Donc, la réduction d'impôt sur les allocations de chômage sera supprimée à terme.
Donc ça veut dire qu'il y aura un impôt sur les chômages. C'était mentionné dans la réforme de chômage, mais ce n'était pas encore sûr. Donc ça veut dire peut-être concrètement qu'il y aura un brut et un net au chômage et qu'il y aura une différence. Donc que j'imagine qu'ils ne vont pas augmenter le brut, mais plutôt diminuer le net. On verra, à voir. Mais aussi de plus, et ça c'est intéressant, le revenu d'intégration deviendra imposable. C'est fou ça. Donc vraiment, le truc de base qui est l'aide à la personne, de gens qui n'ont pas d'autres revenus, de gens qui n'ont pas droit au chômage et qui se retrouvent à recevoir le revenu d'intégration, donc du CPAS, imposable, ça veut dire quoi? Qu'on va leur diminuer ou est-ce qu'on va leur augmenter? Et là aussi, encore, c'est pas clair et on attend donc l'accord final avec les calculs et les chiffres et les vraies lois dedans. Mais donc là, leur texte est à nouveau vague et moi, je trouve que ce genre de choses, c'est des choses qui font peur. Parce que d'une part, on va enlever l'impôt qu'il y a sur les... ou diminuer... D'une part, on va diminuer les impôts qu'il y a sur les pensionnés qui travaillent, donc faciliter les pensionnés à travailler, inciter les pensionnés à se casser le dos encore plus. Et d'autre part, on va imposer le revenu d'intégration sociale. Donc, l'argent qu'on perd de pensionnés qui travaillent, on va le gagner en taxant les gens qui sont au revenu d'intégration, qui sont au CPS. Mais il n'y a pas un truc qui cloche en ça, je ne suis pas contre. Non, si, il ne faut pas laisser les vieux travailler. S'ils veulent, bien sûr, mais il faut que leur pension soit élevée, pas leur taxe qui soit pour travailler soit diminuée. C'est vraiment... Et c'est tout ça, c'est enrobé dans un discours de regarder, on aide les pensionnés parce que regardez, maintenant c'est moins taxé, mais augmente les impôts si tu veux vraiment aider les pensionnés plutôt qu'introduire des bonus, malus et enlever les taxes des pensionnés qui travaillent et tout ça, et puis après venir imposer le CPS avec les revenus d'intégration sociale. C'est vraiment dégueulasse, mais insidieux, c'est là qu'ils sont forts. C'est là qu'ils sont très forts, c'est tous des petits détails insidieux où on détruit petit à petit notre sécurité sociale, d'une part par le financement, parce qu'on a de moins en moins de financement de notre sécurité sociale, d'autre part en coupant des trucs comme le chômage et tout ça, et puis il y a des petits trucs insidieux où on va imposer ceci, imposer le revenu d'intégration, imposer le chômage, enlever les impôts pour les gens qui travaillent plus encore, rendre les jobs plus flexibles, annuler le travail de nuit. Ça, c'est le prochain point, on le voit ici, confirme la fin de l'interdiction du travail de nuit. Et ça aussi, encore, ça sonne positif. On pourrait dire, trop bien, les gens qui veulent travailler la nuit pourraient travailler la nuit, mais c'est pas positif, les amis. C'est pas positif, la fin de l'interdiction du travail de nuit, parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'interdiction du travail de nuit? L'interdiction du travail de nuit, ça veut dire que si tu travailles la nuit ou tu fais travailler tes employés la nuit, tu dois les payer 2 fois plus cher, ou même 2 fois et demi plus cher. Je pense que le dimanche, c'est 2 fois plus cher, et la nuit, c'est 2 fois et demi plus cher. Mais donc ça, c'est quelque chose de concret. Si tu enlèves l'interdiction du travail de nuit, du coup, tu peux faire travailler tes salariés la nuit sans les payer plus cher, vu que c'est plus interdit de travailler la nuit. Et c'est ça qui est la dinguerie aussi, où la rhétorique n'est pas inintéressante et comment ils le montrent. Et pareil pour la RTBF, ça c'est un article de la RTBF, ils reprennent juste les éléments de langage du gouvernement et ils disent la fin de l'interdiction du travail de nuit. Oui, on parle d'une interdiction, interdire c'est mauvais, oui, donc ça sonne bien comme réforme. Mais c'est vraiment faire en sorte que concrètement, des patrons peuvent exploiter la nuit des gens encore plus facilement. C'est ça que c'est concrètement. Le travail de nuit est néfaste pour la santé. C'est scientifiquement prouvé. Ceux qui travaillent de nuit subissent constamment de décalage horaire. Même à court terme, le travail de nuit peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des employés. Risque accru de cancer et de diabète de type 2, troubles digestifs et du sommeil, déséquilibres hormonaux, irritabilité, difficultés de concentration, etc. À cela s'ajoutent les conséquences sociales du travail de nuit. Organiser sa vie privée est difficile, voire impossible. Et retrouver ses proches est une tâche ardue. Dans des endroits où tu travailles de nuit, souvent c'est des équipes qui tournent, donc tu es avec moins de collègues, tu as moins de sociabilité, tu as moins d'encadrement, donc c'est beaucoup plus sous pression, c'est parfois souvent en extérieur, et il fait plus froid la nuit, surtout en hiver. Donc ça a plein de répercussions de travailler la nuit sur ta santé physique et mentale en fait. Aujourd'hui, on parle de travail de nuit entre 20h et 6h. Le gouvernement veut limiter le travail de nuit entre minuit et 5h.
Il s'agit d'un grave recul social et d'une atteinte au pouvoir d'achat. Les futurs travailleurs de nuit perdront ainsi 5 heures de travail de nuit, de salaire de nuit, donc de primes pour avoir travaillé de nuit. Donc là, on s'est écourté de moitié ce qui considère la nuit et donc un travail mieux rémunéré. Le gouvernement suggère qu'il s'agit d'une intervention mineure, mais en réalité, ça signifie une baisse immédiate des salaires et des conditions de travail, pire pour des centaines de milliers d'employés. Le cadre proposé par le gouvernement de Bart De Wever est plus strict que celui actuellement en vigueur dans nos pays voisins. La Belgique est-elle censée remporter la course aux pires conditions de travail ? En définitive, il est absurde d'autoriser le travail de nuit dans une multitude de secteurs qui ne sont actuellement confrontés à aucune concurrence étrangère et qui ne sont ni près ni de loin liés à la distribution ou au commerce électronique, comme les commissions paritaires complémentaires 100 et 200, qui incluent également le contrôle technique des véhicules, les jeux de hasard, le nettoyage industriel, la publicité, les institutions financières et les blanchisseries. Au total, ça concerne près de 1 million de salariés dans le secteur où le travail de nuit pourrait bientôt être imposé. Dans le seul cas de la comité mixte 200, la mesure du gouvernement pourrait contraindre plus de 500 000 employés de travailler de nuit. De plus, elle touche presque exclusivement les employés des petites entreprises sans représentation syndicale. Tiens donc, ils sont à la merci des pressions et de la discrétion de leurs employeurs. Nous assistons à une banalisation progressive du travail de nuit dans des secteurs où il est totalement inutile. Et précisément là où les employés sont les moins protégés, la flexibilité leur est imposée. L'argument visant à rendre les entreprises belges plus compétitives à l'étranger est clairement fallacieux. Le véritable objectif, c'est un nouveau cadeau aux employeurs au détriment des employés. Le message de la FGTB est clair. Le travail de nuit n'est autorisé que s'il est fermement soutenu par le dialogue social et il doit rester l'exception et non la règle. La flexibilité a un prix, avec de bonnes conditions de travail et une perspective de fin de carrière réaliste. C'est ouf de se dire ça. Hein, donc vraiment, tu sors à minuit de ton travail et t'es pas payé plus, quoi. C'est une dinguerie quand même. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Mais donc, après, la fusion des zones de police. Donc, c'est officiel, Bruxelles sera fusionnée, les zones de Bruxelles seront fusionnées, ce qui est un point majeur, ce qui est un truc que la NVA veut depuis des années. Donc, c'est clairement une victoire de la NVA. C'est une honte, mais on va voir en détail. En vrai, là, on ne va pas lire ce qu'ils disent de la RTF parce qu'ils reprennent juste les éléments de langage du gouvernement, mais ils parlent d'efficacité, que du coup, ils seront coordonnés sous un groupe. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, les 6 zones de police seront coordonnées en une seule zone, donc sous une même direction, sous un même contrôle. Donc, d'une part, ça fait que les interventions peuvent être beaucoup plus rapidement, les interventions peuvent être beaucoup plus massives parce que du coup, il y aurait énormément de policiers qui peuvent être mobilisés d'un coup sans qu'il faut passer par tel ou tel bourgmestre. Donc le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, va parler d'efficacité et que ça va sauver l'histoire du trafic de drogue et de la violence liée au trafic de drogue. Pourquoi c'est un problème ? D'une part, parce que l'efficacité... Parce que l'efficacité, donc concrètement, les policiers pourront être déployés beaucoup plus facilement, beaucoup plus massivement, que ce soit à des manifs, que ce soit chez des domiciles, que ce soit pour faire des coups de pression, pour faire des perquisitions. Donc là, on voit vraiment une augmentation de l'efficacité, donc que les zones de police ont besoin de moins d'engrenages pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi c'est un problème ? Parce que concrètement, ça veut dire qu'il y a moins de contrôle aussi de la police, parce que de base, c'était chaque bourgmestre qui gérait sa zone de police, ou quelques bourgmestres qui géraient ensemble une zone de police. Ce qui veut dire qu'en fonction de ton bourgmestre, ta zone de police est plus violente qu'une autre. Tu vois, par exemple, si tu habites à Uccle et que le bourgmestre de Uccle, c'est Boris Diliès du MR, qui est un sale type, du coup, ta zone de police est peut-être un peu plus chaud que je ne sais pas si tu habites à Forêt. Mais par exemple, si tu habites à Molenbeek, vu que là, ta zone de police est constituée de racistes majoritairement, du coup, là aussi, tu as plus de problèmes. Donc, ça dépendait aussi de ta zone, de ton bourgmestre. Donc, maintenant, ça sera totalement centralisé. Donc, d'une part, ça veut dire qu'il y a moins de contrôle parce que les bourgmestres ont moins de choses à dire. Ça sera un conseil de tous les bourgmestres avec les ministres et le gouvernement bruxellois qui vont gérer la police maintenant. Mais donc, un seul bourgmestre, je ne sais pas s'il y a un bourgmestre
du PTB ou d'écolo un peu plus de gauche qui est à la tête d'une commune, ben, il ne pourra pas dire grand-chose dans ce conseil des ministres qui vont traiter de toute la zone de police bruxelloise. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est aussi une concentration de la hiérarchie et du coup des dynamiques toxiques dans la police. Donc on avait vu récemment qu'il y a eu un article, une enquête qui est sortie, qu'il y avait de la pression de la part de la hiérarchie sur les policiers, que des critiques sont impossibles au sein de la police, que c'est impossible de dénoncer des trucs racistes ou quoi au sein de la police par les autres policiers. Donc il y avait déjà cette pression-là. Si tu fusionnes les zones de police, ça veut dire que la hiérarchie sera encore plus importante parce qu'un chef de corps, ce n'est pas juste un chef de corps d'une zone de police. Maintenant, c'est le chef de corps de la zone de police Bruxelles, donc qui comprend 6000 policiers. Donc c'est beaucoup plus compliqué de critiquer un type aussi puissant que peut-être ton petit chef de corps. Tu vois. Donc là aussi, on voit que c'est une centralisation, une hiérarchisation de la police, et du coup que la police, c'est vraiment le bras droit de l'État, que c'est l'ordre incarné, et du coup que même des critiques au sein de la police deviennent quasiment impossibles. Bon, ils étaient déjà presque impossibles, mais on avait un petit article de temps en temps, ce qui sera encore plus compliqué maintenant. Donc plus de contrôle. Et un autre truc, ils le mettent ici, tac, tac, tac. Je ne le vois pas, mais il y avait aussi qu'ils vont supprimer les conseils de police. Conseils de police, je ne savais pas ce que c'était, et j'ai recherché. Donc, conseil de police, c'est des concertations entre bourgmestres ou députés ou gens qui sont délégués de ça dans la politique pour vérifier, contrôler, faire des enquêtes sur la police. Et bon, on sait très bien que ça soutient la police, que ce n'est pas très efficace, mais sous pression de manifestations, de pétitions, d'actions, parfois ça peut se bouger et ça peut produire un dossier ou un rapport qui n'est pas inintéressant. Maintenant, ils ont supprimé le conseil de police à Bruxelles, donc ça veut dire que, là encore, moins de contrôle, moins d'enquête, moins de contre-pouvoir, concrètement, sur la police qui devient vraiment une entité hiérarchisée qui est presque incontestable, quoi. C'est ça, concrètement, la fusion des zones de police. Et donc là, c'est Bruxelles, mais ça sera élargi sur la Wallonie et la Flandre, où plusieurs zones de police seront fusionnées, mais ça, c'est encore en concertation. Ça risque de durer un petit moment, mais en tout cas, ça sera comme ça dans le futur. Donc, le quatrième volet de l'accord de l'été, c'est l'asile et la migration. Et c'est violent. C'est violent. Le plus gros truc, c'est que le gouvernement valide le retour des visites domiciliaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'on va traquer les sans-papiers. Concrètement, ça veut dire que sous, je pense, ordre d'un juge d'instruction, la police peut rentrer chez des gens, peut venir vérifier le domicile de personnes parce qu'il y aurait un soupçon qu'on cacherait un sans-papier ou quoi que ce soit. C'est un pas dégueulasse, fondamentalement d'extrême droite, qui est dangereux et d'une violence pour énormément de gens. Et on risque de voir des expulsions massives et aussi des violences dans les domiciles. Et en plus de ça, c'est une privation de la vie privée. Hein. Bon, c'est encore un détail dans la situation où on l'est, mais c'est un pas majeur que qu'on a vu aux États-Unis, qu'on a vu en France, et que je voyais arriver en Belgique, mais j'espérais que ça prenne plus de temps ou qu'on arrive à le contrer. Mais voilà, donc on va voir ce que ça veut dire concrètement. Hein. Donc c'est un projet de loi qui est monté par la NVA depuis des années. Hein. Ils avaient déjà fait une proposition la dernière fois qu'ils étaient au gouvernement, là c'était en 2018 ou quoi, ou avant ça. Il y a déjà eu des tentatives, mais ça avait été chaque fois bâclé, il y a énormément critiqué. Donc on espère que ça ne passe pas et qu'il faut militer contre ça et en parler, critiquer, discuter de ça. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc le gouvernement valide le retour des visites domiciliaires. J'ai ici deux petits postes qui vont en parler plus en détail. Donc le gouvernement Arizona s'accorde sur l'avant-projet de loi sur les visites domiciliaires mis en placard en 2018 suite à une décision négative du Conseil d'État. La police, accompagnée de l'Office des étrangers, avec l'autorisation d'un juge d'instruction, pourra pénétrer dans les logements entre 5h du matin et 21h pour traquer et arrêter une personne sous ordre de quitter le territoire, afin de pouvoir l'expulser de la Belgique. En 2024, 25 982 personnes étaient soumises à un OQT. 25 982 personnes.
Donc ça veut dire, et probablement ces chiffres ont augmenté ou peuvent encore augmenter, 25 982 personnes chez qui on pourra faire une visite domiciliaire, donc la police et tout, avec des cagoules et tout, qui vient dans ta baraque, pour te dégager ou dégager la personne que tu loges. Et même c'est sous soupçon, hein, c'est sous soupçon et avec l'autorisation d'un juge d'instruction. Donc s'il y a un soupçon et qu'un juge donne l'autorisation, il n'y a pas besoin de preuves. S'il y a un soupçon et que le juge l'accorde, ils peuvent venir débarquer chez toi pour mettre un coup de pression, même s'il n'y a pas de preuve que je sois OQT ou que j'héberge quelqu'un d'OQT ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi une manière de faire, peut-être dans le futur, des coups de pression chez des militants d'extrême gauche qui seraient soupçonnés d'héberger des sans-papiers, parce que vu qu'ils soutiennent les sans-papiers, ben, du coup, logiquement, ils en hébergeraient. Donc c'est quelque chose de ultra dangereux. Et ça peut être utilisé de plein de manières, et ça peut être utilisé pour faire de l'intimidation et de la répression massive de contestants de gauche, quoi. Jusqu'ici, ni les agents de l'Office de l'étranger, ni la police ne pouvaient procéder à ce type d'interpellation. Une fois de plus, les prétextes de refus systématique de coopérer et menaces pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont mis en avant. Annelien van Bossut de la NVA à la migration et Annelies Verlinden à la justice du CDNV détaillent des condamnations pénales ou des indices sérieux de comportement criminel, des troubles répétés à l'ordre public, même sans condamnation, des fraudes dans des demandes de séjour ou des documents d'identité, une radicalisation ou une implication dans les réseaux extrémistes permettront ces expulsions. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de concret, hein. Là, quand on parle d'indices sérieux de comportement criminel, concrètement, c'est à la bonne volonté du juge. Parce que des troubles répétés à l'ordre public, ça peut être des manifestations ou des grèves. Des fraudes dans les demandes de séjour, ça peut être des erreurs. Les documents d'identité, ça peut être des erreurs. Aussi, en fait, notre système est très complexe, donc oui, on fait des erreurs. Une radicalisation ou une implication dans des réseaux extrémistes permettront ces expulsions. Ça veut dire que si tu es affilié de proche ou de loin hein, à une organisation qui est considérée comme extrémiste, et ça aussi c'est un mot vague très large, comme par exemple là récemment Samidoun, le collectif de soutien aux prisonniers palestiniens, risque d'être considéré comme un groupement terroriste. C'est vrai, terroriste, donc c'est même pas extrémiste, je pense que c'est déjà considéré comme un groupement extrémiste. Donc ça voudrait dire que chez ces gens-là, s'il y a des personnes qui sont occupées là-dedans, on pourrait juste aller vérifier chez ces gens-là s'il y a des OQT chez eux parce qu'ils font partie d'un groupe extrémiste qui protège les Palestiniens. Donc, ça serait une excuse pour aller vérifier chez eux s'il y a des gens sous ordre de quitter le territoire. C'est un levier gigantesque pour faire de la répression massive. Pas obligé qu'ils font direct, hein, mais ça veut dire que si cette loi passe, à tout moment, la police peut venir dans les domiciles pour briser des mouvements, décourager des gens, arrêter, mettre des coups de pression et tout ça. Et moi, ça me terrifie. Ça me terrifie que même, par exemple, je sais pas, moi, je me mets en faveur des sans-papiers sur Internet, là, et tout ça. Quoi, on pourrait venir débarquer chez moi parce que je serais en train de me radicaliser ou parce que j'aurais été vu à une manifestation ou parce que j'ai dit une fois que Yann Yambon, c'était un assassin ou un truc comme ça. C'est terrifiant comme projet de loi. La Belgique franchit une ligne rouge. Pour la première fois, l'État s'autoriserait à violer un domicile pour une procédure purement administrative, sans infraction pénale. Il suffira d'un doute, d'un renseignement flou, d'une dénonciation peut-être. C'est flippant, ça me terrifie. Donc on pourra dénoncer ou juste dire « si j'aime pas mon voisin, je dis qu'il héberge des immigrés », bah oui, peut-être que la police va rien trouver, mais ça va faire un bon coup de pression à mon voisin, quoi. Ah, ça me glace le sang, ça me glace le sang. L'État pourra faire irruption dans une chambre, un salon, une cuisine, au nom de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Deux notions volontairement floues et extensibles à l'infini. Derrière le vocabulaire technocratique, c'est une logique de surveillance, de contrôle et de peur qui s'installe. L'Association des juges d'instruction dénonce une instrumentalisation de la justice. Les magistrats seront appelés à légitimer des interventions sans réel contrôle sur leurs exécutions.
Des organisations comme Myria ou le Centre d'action laïque dénoncent une attaque directe contre le droit à la vie privée, contre l'état de droit, contre les personnes solidaires. Cette loi transformerait l'hospitalité en menace, la présence en délit, le doute en preuve. Elle ne cherche pas l'efficacité, elle cherche à intimider, à dissuader, à stigmatiser. C'est une arme politique contre les plus vulnérables. Ce projet n'est pas encore voté, mais s'il passe, il fera basculer notre démocratie dans une zone grise, où le droit s'efface derrière la peur. Donc il n'est pas encore voté, c'est vrai, mais donc c'est dans l'accord de Pâques, c'est un accord qui a été formé par tous les membres du gouvernement, donc la majorité des partis dans ce pays. Donc s'il y a un vote, s'ils votent tous pour, ça passera, quoi. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort des sans-papiers, c'est notre rapport à la liberté, à la solidarité et à l'intimité. Une société où l'on pourrait perquisitionner sans infraction, c'est une société où plus personne n'est à l'abri. Il est encore temps de bloquer cette dérive. Refusons ce virage autoritaire, refusons la criminalisation des étrangers. Et oui, le retour de déviation des voisins racistes, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On va dans une période où on va dénoncer son voisin parce qu'il n'a pas de papier, quoi. En Belgique, moi, je pensais le voir un moment, mais pas aussi vite, quoi. On copie trop vite la France. Je suis pas contente, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Normalement, il y a 5 ans entre ce que la France fait et la Belgique. Là, la France, elle a commencé à traquer ses sans-papiers il y a 4-5 mois. Là, on le fait aussi. C'est quoi, ça? Il faut respecter les quotas, là. Il faut attendre 5 ans. Oh là là, oh là là. Ouais, c'est comme les lois antiterroristes, quoi, hein. Toutes des manières de jouer sur la peur d'une part, de réprimer les sans-papiers, les immigrés, les musulmans, et puis après faire une petite pression, une intimidation sur tous les militants d'extrême gauche, surtout, quoi. C'est copier-coller de la France, ouais, exactement, hein. C'est comme tu le dis, Champi, c'est vraiment exactement ça. Au niveau des élus, pas beaucoup d'espoir dans Écolo Groen, ouais, pas dans le PS, reste le PTB, mais bon, ouais. Bah, Écolo Groen, non, sont fans de la police, ils sont toujours en train de crier qu'ils veulent une police européenne, là, et ils ont voté pour Frontex, blablabla, et tout ça, bref. Non, moi, j'ai pas d'espoir dans les partis, de toute façon. Mais ouais, il faudra, je sais pas, moi, je vais essayer de checker quand cette loi risque d'être votée. Peut-être qu'il faudrait se mobiliser ce jour-là et faire une manif devant le Parlement quand cette loi sera effectivement votée, discutée au Parlement, parce que du coup, là, oui, c'est le gouvernement qui a fait un accord, mais tout ça doit encore être effectivement voté. Je vais essayer d'un peu suivre des organisations antiracistes ou anticarcérales ou en protection des immigrés qui pourraient peut-être faire une mobilisation ou quoi. Je vous tiendrai au courant si je vois un truc. Et si vous avez la capacité de vous mobiliser à ce moment-là, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et il y a plein de mesures dégueulasses dans ce gouvernement, hein, je sais bien, il faut se mobiliser tout le temps et c'est fatigant. Mais je trouve que ceci, c'est vraiment un pas majeur où tu vois vraiment que ce gouvernement est un gouvernement d'extrême droite dirigé par la NVA et le MR, et que ce soit le CDNV, Vorat, ou il y a qui d'autre, les engagés, là, ils servent à rien, c'est juste des petits lèche-culs des partis d'extrême droite. Ça prouve une fois de plus que les fascistes, ils prennent pas le pouvoir par un coup d'État violent, mais que c'est les bourgeois et les partis centristes qui leur donnent le pouvoir parce qu'ils ont trop peur de l'extrême gauche ou parce que c'est la crise et qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc ouais, ouais, le fascisme est le bébé, le nourrisson du capitalisme. Je pense que je vous apprends rien. Mais voilà, donc affaire à suivre, hein. Je pense que j'en reparlerai parce que c'est vraiment un gros truc. Et on va voir aussi comment, si elle passe, j'espère pas, mais je crains que oui, mais si elle passe, on verra aussi comment ça se passe concrètement, comment notre société évolue, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des collectifs qui s'organisent. Ça sera un gros sujet que je vais clairement suivre. Restez d'autant plus attentifs aux expulsions squat et autres et allez les soutenir. Stopexpulsion.be, merci Five, clairement. Donc ouais, vraiment Stop Expulsion, super collectif qui vient soutenir les expulsions, qui vient faire des blocages, qui vient aussi produire des textes ou des témoignages. Donc vraiment soutenez-les, rejoignez-les. Sinon, il y a aussi Getting the Voice Out
qui est un collectif génial, donc Getting the Voice Out, donc comme en anglais, quoi, Getting the Voice Out, qui est un collectif qui est un peu partout en Belgique aussi, qui est un super collectif qui lutte contre les sans-fermés spécifiquement, mais qui produit aussi des textes, qui produit surtout aussi des témoignages. C'est hyper important de visibiliser la parole des personnes qui sont enfermées, donc c'est vraiment un travail super fort. Là aussi, je pense que Getting the Voice Out, c'est pas que sur Bruxelles. Voilà.